Bonjour à toutes et à tous. Quel est le moment le plus excitant dans un match de foot? Un but marqué à la 92e minute? Mbappé qui marque une retournée? Non, c'est le moment de la mi-temps. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on peut jouer au casino. Je suis Mourad Inan, senior data scientist, et aujourd'hui je vais vous parler des systèmes de recommandation chez Betclic. Tout d'abord, parlons un peu de Betclic. Betclic, c'est une application de paris sportifs en ligne, leader dans son marché, mais pas que, car on fait également du casino et du poker. Quelques chiffres, on peut dire par exemple 5 millions de connexions par jour, 840 000 € déposés par jour. Mais bon, assez parlé de chiffres, allez-y, venez avec moi, on va au casino. En 1843, à ce moment-là, la roulette était vraiment très populaire. On avait une roulette partout dans les casinos, et c'était une roulette avec 2 zéros, donc un double zéro et un seul zéro, plus 36 cases. Et deux frères français, François et Louis Blanc, ont voulu innover ce jeu-là en créant une roulette, mais cette fois-ci en enlevant le double zéro. Ça a beaucoup plu parce qu'on passait de 5% d'avantage de la maison, donc d'avantage de gain de la maison, à 2,70%. Donc c'était très intéressant pour les joueurs. Et dès qu'ils ont proposé ça, ça a beaucoup plu notamment à un prince, le prince Charles III de Monaco. Et il a tout de suite voulu récupérer ce jeu-là et donc ces personnes-là pour Monaco et donc créer ce qu'on sait tous aujourd'hui, le casino Monte-Carlo de Monaco. Et donc la pièce maîtresse de ce casino-là à cette époque-là, c'était la roulette qu'on appelle aujourd'hui la roulette européenne. Donc c'est une roulette, c'est un type de jeu qu'on peut trouver chez Betclic, dans l'application Betclic Casino. Mais aussi, on peut trouver des jeux de slots, donc machine à sous, classiques, des roulettes, et également des jeux de blackjack, avec des cartes. Le lobby du casino Betclic ressemble à ça. Donc, on a plusieurs jeux répartis sur différentes sections. Les sections, c'est des catégories, ce qu'on peut trouver par exemple sur des plateformes de streaming comme Netflix, etc. Donc c'est des sections de différents films, et ici donc en l'occurrence c'est des jeux. Et notre objectif chez Betclic, nous, avec ce lobby-là, cet accueil-là et cette application casino, c'est d'ajouter constamment des nouveaux jeux pour pouvoir enrichir notre catalogue et du coup permettre à nos joueurs d'avoir une expérience de jeu unique, divertir au maximum nos joueurs et, dernier point, on veut également que le casino Betclic devienne en fait ton propre casino avec une personnalisation, que ce soit des sections, mais également de l'accueil général. Pour cela, on a différentes données et puis ce qu'on observe, c'est que chaque joueur est différent, chaque joueur a des jeux favoris. Ça peut être un joueur qui aime les types de jeux roulette, ou un joueur qui plutôt aime une mécanique de jeu différente de slot, ou sinon un joueur qui aime plutôt jouer à des jeux populaires. Et ces différents joueurs-là, on voudrait que dans notre application Betclic Casino, qu'ils puissent trouver les jeux qui correspondent au mieux à leurs attentes. Et donc, pour cela,
on a deux piliers de données qui sont assez importantes. On a d'un côté les utilisateurs avec leurs propres données, que ce soit leur âge, la seniorité casino qu'on appelle, c'est de l'expérience du casino ou la date, depuis la date d'inscription, pardon, ou sinon le nombre de jeux qu'ils ont déjà joué. Et de l'autre côté, on a les jeux avec leur contenu, avec leur nom, leurs caractéristiques, la technologie de jeu et les thèmes, etc. Avec ces deux piliers-là, on peut créer deux différentes approches de système de recommandation. On peut utiliser la ressemblance, la similarité entre utilisateurs pour pouvoir proposer des jeux d'un utilisateur qui m'est proche, mais que je n'ai pas encore joué, qu'on appelle le collaborative filtering, ou sinon, on peut se baser sur les jeux et, avec la similarité des jeux, proposer des jeux qui sont similaires aux jeux que j'aime bien. Et donc, pour pouvoir projeter tout ça dans un algorithme et puis dans une approche hybride, on travaille avec une matrice d'interaction. Alors, une matrice d'interaction, on peut diviser ça entre avec les deux piliers. On a les utilisateurs et les jeux, et on remplit la matrice avec une valeur. Cette valeur peut être OK, l'utilisateur a joué à ce jeu ou pas, ou sinon ça peut aussi être des notes qu'un joueur a mis à un jeu sur 5, sur 10, etc. Ces deux types de valeurs sont décrites ici. On a des valeurs explicites ou des valeurs implicites. Une valeur explicite, c'est un feedback qu'on va obtenir directement d'un utilisateur, les notes, par exemple. Et une valeur implicite, c'est ce qu'on va observer d'un utilisateur. Ça peut être son achat, par exemple sur Amazon, ou ça peut être également s'il a joué à un jeu ou pas. Donc, on a une matrice dans notre base de données qui ressemble à ce qu'on peut voir ici. Mais la question, c'est comment on peut passer de cette matrice à des jeux qu'on peut recommander à un utilisateur. Et pour cela, il nous faut en fait projeter ce qu'on appelle des utilisateurs et des jeux vers des valeurs, vers des vecteurs de valeurs pour qu'on puisse les utiliser dans nos algorithmes. Comme vous le savez peut-être, un ordinateur ne comprend pas un utilisateur A ou B, mais est plus à l'aise et comprend mieux des valeurs numériques. C'est pour cela en fait qu'on va essayer de projeter du coup des utilisateurs vers des valeurs, des vecteurs de valeurs, avec une dimension D, donc avec un nombre de colonnes différents qu'on va choisir au préalable. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer par des valeurs aléatoires, d'un côté et de l'autre, puis on va faire des produits entre ces deux matrices, ces deux sous-matrices, pour pouvoir obtenir une autre matrice. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, et en bouclant sur cette approche, essayer d'approximer ou d'aller au maximum, de retrouver au maximum cette matrice de base d'interaction. Pour cela, il nous faut une méthode d'évaluation d'erreur, donc ce qu'on appelle une loss. On va essayer de minimiser une fonction qui est celle-ci, donc elle peut être vue un peu assez complexe, de façon complexe, mais elle est plutôt simple. C'est juste l'addition entre la différence entre une interaction positive, donc une interaction qui s'est passée, et ce que nous avons estimé dans notre matrice prédite, avec un poids qu'on va donner, si on veut donner plus de poids à cette différence-là ou pas, plus
la somme des différences entre les interactions négatives, donc les interactions qui ne sont pas passées dans notre matrice d'interaction, et ce que nous avons estimé. Donc, en essayant de minimiser cette fonction qui, du coup, nous montre l'erreur entre la matrice qu'on estime et la matrice réelle, on va réussir à avoir une matrice qui est la plus proche possible à la matrice d'interaction, et donc avec des valeurs remplies là où on avait des trous dans notre matrice de début. Pour pouvoir dire qu'on peut s'arrêter à cette matrice-là, parce que sinon on peut continuer au fur et à mesure et on peut essayer de se rapprocher au maximum de la matrice. Pour s'arrêter et pour évaluer la matrice qu'on a obtenue, on peut avoir différentes métriques. On parle des précisions recall et hit at k. Le k, ça peut être, c'est juste le nombre de jeux qu'on va recommander. Par exemple, pour 10, k égale à 10, on regardera le nombre de jeux joués par l'utilisateur qui sont également dans notre top 10 des jeux qu'on va recommander. Comment on recommande avec la matrice? On prend juste les valeurs de la matrice, on fait un tri des valeurs de la matrice du plus haut au plus bas, et donc on prend coupe au KIM élément. On va choisir donc la précision at k, la recall at k, et nous en fait ce qu'on utilise chez Betclic, c'est le hit at k. On prend le minimum entre le k et le nombre de jeux joués par l'utilisateur. En faisant donc un modèle hybride, un premier modèle hybride, nous avons obtenu un hit at 5, donc un hit at 5 de 20%. C'est-à-dire qu'avec un simple modèle, on arrivait à prédire une fois sur 5 le jeu que le joueur allait jouer et allait aimer. Cette approche avait un problème, c'est qu'est-ce qu'on recommande à un joueur qui vient d'arriver et qu'on n'a pas d'interaction enregistrée pour cet utilisateur. Pareil, de la même façon, si on a un nouveau jeu qui arrive, comment on trouve en fait les interactions pour pouvoir prédire si c'est un jeu qu'on peut recommander à un utilisateur ou pas. Pour cela, il y a une façon très simple de pouvoir qu'on peut utiliser, c'est les caractéristiques. Ce qu'on a vu au tout début, l'âge, l'expérience du joueur, les caractéristiques du jeu, les thèmes, la volatilité, etc. Ce sont des caractéristiques qu'on peut utiliser à l'instar des utilisateurs et des jeux. On utilisera uniquement les features, donc à l'entrée, dans les colonnes et dans les lignes de la matrice, et ça nous permettra de pouvoir recommander quand même pour les nouveaux utilisateurs et pour les nouveaux jeux. Et c'est ce que fait en fait cette librairie qu'on a voulu utiliser chez Betclic, qui s'appelle LightFM, qui en fait simplement utilise la même méthodologie que je vous ai citée, la factorisation matricielle, en ajoutant les features pour pouvoir éviter le problème des nouveaux arrivants. Ici, je vous ai un peu simplifié une architecture qu'on utilise aujourd'hui chez Betclic pour pouvoir utiliser donc, notre modèle de système de recommandation qui est basé sur des technologies comme Snowflake, S3, SageMaker, etc. Et donc, après avoir poussé ce modèle-là en production et en faisant donc, un premier A/B test, on a obtenu des premiers résultats. Et un des premiers résultats, on a eu plus 10% en jeux distincts joués, donc en nouveaux jeux joués par nos utilisateurs. À peu près 1000 différents jeux recommandés dans la section Games You Might Like qu'on a appelé. Et à peu près 66% de conversion rate, c'est-à-dire
qu'après avoir joué à un jeu recommandé, un utilisateur avait 66% de chances de revenir au casino. Et ce sont des chiffres en fait, qui nous ont convaincus de continuer notre effort sur le système de recommandation et sur la personnalisation, car ça fonctionne plutôt bien. Donc, pour les prochaines étapes, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir enrichir encore plus nos données sur les jeux. En effet, on a vu qu'il nous manquait quand même pas mal ce côté de feature sur les jeux. On voudrait améliorer ça, notamment soit en faisant du scrapping pour pouvoir récupérer de nouvelles caractéristiques sur les jeux. Et après, on voudrait également réfléchir et calculer un score d'affinité, d'appétence d'un utilisateur sur les jeux, car en effet, on n'a pas en fait cette notion de like dans le casino aujourd'hui. Et pour cela, on voudrait calculer via des métriques implicites un score d'affinité qui nous permettra de savoir, de mieux apprendre, de mieux voir si un joueur aime ou pas un jeu. Et dernier point, on voudrait accélérer notre personnalisation du lobby en ajoutant de nouveaux systèmes de recommandation, comme par exemple le lookalike, qui du coup se baserait uniquement sur les jeux, et donc la similarité entre les jeux. Je pense que vous devez voir sur Netflix, parce que vous avez aimé ou parce que vous avez regardé ce film, on voudrait créer une section de ce même style, en faisant attention également sur avoir des sections diverses qui ne soient pas uniquement bloquées dans un même cluster ou groupe de jeux, pour pouvoir également explorer de nouvelles pistes dans les catégories de jeux. Et également faire attention à un problème qu'on a identifié de notre côté, c'est le biais de popularité. En effet, dans notre matrice, et c'est une matrice aussi qui est très déséquilibrée, on a beaucoup d'interactions sur des jeux populaires du top 10 et très peu d'interactions sur des jeux qui sont un peu plus mis de côté. Et donc, merci à tous. L'idée ici, c'était de pouvoir, pour les prochaines étapes, c'est de créer non pas seulement le casino de Betclic, mais ton propre casino. Merci à tous. Je vous écoute pour vos questions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en vois et j'arrive. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me demandais, est-ce que vous avez pu observer un comportement temporel dans les goûts des personnes? La temporalité, en fait, elle s'observe surtout au niveau des thèmes. On a notamment, par exemple, Noël. On a des jeux qui ont des thèmes de Noël, de Christmas, et qui reviennent très souvent, du coup, à Noël. Et donc, c'est des choses qu'on a observées, mais dans l'approche que j'ai présentée, on ne le prend pas en compte vraiment. Tu vois. Merci. Merci pour la présentation. Je me demandais si vous aviez du coup étudié un petit peu l'impact de la dimension de l'embedding sur la qualité finale de la matrice, et si quand on essayait de trop l'augmenter, on finissait par avoir une trop grosse variance dans l'optimisation. Oui, tout à fait. En fait, on a testé plusieurs approches d'embedding, plusieurs dimensions, et avoir une dimension très large nous montre en fait de mauvaises, du calcul, c'est beaucoup plus lent. Et deuxièmement, c'est que ça va beaucoup plus dans l'overfishing. Donc ça montre vraiment des problèmes là, de ce côté-là. Donc, et pareil, de l'autre côté, c'est quand on prend des embeddings avec une dimension très faible, on n'arrive pas à beaucoup apprendre.
Donc en fait, on a essayé de tester plusieurs approches. On s'est arrêté un peu entre les deux. Et dans l'initialisation des deux vecteurs de catégorie, deux vecteurs de valeur, que ce soit pour les joueurs ou pour les jeux, est-ce que ça aurait un sens de tenter une initialisation à partir des features connues pour voir si ça apporte une certaine structure? Ouais, complètement, complètement. Là, on est parti sur de l'aléatoire, mais on peut aller vraiment se baser sur des features ou même sur d'autres approches d'a priori, notamment bayésien, etc. Ok, merci. Juste une question peut-être un peu technique. Ça représente à peu près combien de temps pour faire tourner ce modèle? C'est quelle architecture que vous utilisez, ce genre de choses? En gros, le modèle pour tourner sur, je dirais, 1 an de données prend à peu près 4-5 heures. Voilà. Et sur une architecture AWS SageMaker. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. J'avais une petite question. En fait, ce qui m'arrive assez souvent dans ces systèmes de recommandation, c'est de tomber dans ce genre d'écho chamber. Je reste dans des applis qui sont recommandées pour moi et j'arrive plus à voir la diversité. Du coup, comment je pourrais faire pour sortir? Voilà, peut-être pas que dans BestClick, mais aussi dans, par exemple, YouTube ou Netflix. Pour sortir, tu peux regarder des vidéos aléatoires. Mais l'idée, c'est ça aussi, en fait, c'est qu'on ne veut pas restreindre les utilisateurs sur une seule catégorie ou une seule vraiment mécanique de jeu. C'est pour ça que dans l'idée, dans les prochaines étapes, on voudrait aussi voir comment on pourrait ajouter de l'aléatoire dans nos top 10 de recommandés pour qu'on puisse être beaucoup plus dans l'approche exploration, exploitation qu'on retrouve dans les systèmes, notamment par renforcement, des trucs par renforcement. Donc on veut aller vers ça. Et aujourd'hui, ouais, je suis d'accord, on a beaucoup de systèmes de recommandations qu'on utilise qui sont vraiment très dans un cluster et donné, et que c'est très difficile de sortir de ce cluster-là. Donc voilà, on essaie de travailler pour ne pas tomber dans ce piège. On a encore un peu de temps pour des questions. Je reviens. Merci. Est-ce que vous avez pu observer des utilisateurs qui changent de comportement, qui sont dans un cluster et au bout de quelques années, pas un an par exemple, ils deviennent un autre? Alors oui, mais c'est surtout souvent quand de notre côté on doit supprimer des types de jeux ou enlever certains jeux. Et donc en fait on les voit souvent changer de comportement et de passer peut-être. On essaie d'analyser s'ils passent dans des clusters proches ou pas. Et des fois en fait on peut trouver des personnes qui changent complètement de cluster. Mais c'est souvent en fait quand quand on impacte nous le BestClick sur les jeux. Merci. Bonjour. Juste pour le profilage du coup des joueurs, à la fin, typiquement quand vous changez de cluster, etc., vous avez quoi comme données? Enfin, on a vu tout à l'heure, vous avez l'âge ou un certain nombre de choses standards. Ou est-ce que vous créez d'autres features pour les profiler, pour essayer de comprendre leur comportement? Oui, tout à fait. Les différentes caractéristiques que j'ai présentées d'utilisateurs, c'était des exemples. Nous, de notre côté, on a d'autres features un peu plus poussées sur les utilisateurs qu'on n'utilise pas encore dans cette approche-là et qu'on voudrait utiliser pour plus tard, pour notamment avoir vraiment ce côté hybride du modèle avec les features de l'utilisateur et les features des jeux. Merci. Est-ce qu'il reste des questions?
Alors moi, j'en ai peut-être une pour finir, peut-être moins centrée sur la présentation, mais plus sur la stratégie globale BetClick, sur ces sujets de data. On a beaucoup parlé, notamment ce matin, d'approche éco-responsable. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de 4-5 heures pour faire tourner le modèle sur un an de données. Est-ce que c'est une dimension qui va guider aujourd'hui vos travaux en termes de data scientist, cette notion d'éco-responsabilité, de numérique responsable ou pas? Alors, on essaye en fait de trouver un compromis entre faire tourner des modèles plus ou moins longs. On essaie d'optimiser assez fortement en fait nos calculs pour qu'on puisse vraiment descendre en dessous des 2 heures d'entraînement. Mais c'est un compromis entre les métriques et donc l'évaluation qu'on a et donc le business derrière et le temps de calcul et donc l'écologie. Donc on essaie de trouver un compromis. C'est toujours pas gagné, mais on travaille pour. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez une inspiration, la présentation suivante, elle porte vraiment sur ce sujet-là, d'approche éco-responsable dans une stratégie data. Je fais du teasing pour les suivants. On a encore le temps pour une question, si vous voulez. Que personne ne parte frustré. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous.